Bonjour les mordus de hockey. Je vous souhaite la bienvenue sur notre podcast de la plateforme Mordus de hockey. C'est le show où on mord à pleines dents. Yes, salut Julien. T'es-tu en Salut. forme? Yes, en pleine forme. J'espère que toi aussi, Seb. Ah oui, ça va super bien. Donc, on est les chroniqueurs de Mordus de hockey, le site qui vous donne plein d'informations sur tout ce qui se passe dans le hockey. Autant le canadien que l'international, on est là pour vous. Faites un petit tour sur notre site web si vous voulez en savoir plus. Puis aujourd'hui, on va faire la suite de notre épisode précédent qui avait comme sujet les joueurs à surveiller pour chaque équipe de la conférence de l'Ouest. Aujourd'hui, on fait la conférence de l'Est. Puis, évidemment, là, on a 16 équipes à couvrir. Puis, on va commencer avec la Caroline, donc une équipe qui vient de la métropolitaine. Vas-y, Julien, je t'écoute. Yes, un choix simple quand même du côté de la Caroline. Décide de parler d'Andrei Svechnikov. La prononciation des noms, on va peut-être avoir quelques défis aujourd'hui, Seb. Bref, avec Andrei, en fait, ce que je veux voir de lui cette saison et pourquoi c'est le joueur à surveiller du côté de la Caroline, selon moi, c'est vraiment espérer le voir jouer 82 matchs, jouer la saison complète. C'est blessé au cours des 2 dernières saisons, avec la saison COVID en plus. N'a pas eu vraiment l'opportunité de jouer une saison complète à part sa première saison dans la Ligue nationale. Donc, probablement aussi, ce qui peut être excitant de voir de son côté, c'est devrait avoir la possibilité de briser la barre des 1 point par match cette saison aussi. Donc, c'est ce qu'il faudrait qu'il fasse, en fait. Exact. Il serait rendu là dans son développement. Donc, c'est ce qui est le plus intéressant à regarder du côté de la Caroline pour moi. Bien entendu, on a Kotkaniemi, Nekas, on a Sébastien Aho qui sont présents. Une grosse défensive, forte en défensive, mais encore là, Svechnikov, pour moi, c'est la pierre angulaire de cette équipe-là cette année. J'ai l'impression que c'est une équipe qui, eux, vise beaucoup sur la rapidité puis sur la pression en fond de zone. C'est une équipe, en fait, qui a besoin d'avoir un Svechnikov. Moi, je le dis Svechnikov. Oui. Oh, oui, c'est vrai. Puis c'est une équipe qui a besoin d'avoir beaucoup, beaucoup de pression à l'attaque. Puis il faut avoir des joueurs comme Svechnikov en forme pour pouvoir continuer à faire ce genre de hockey. Oui, un gros buteur capable de s'impliquer physiquement. Hein? C'est ça. Exactement. Fait que moi, je pense que oui, tu as raison, c'est le joueur à surveiller dans l'équipe de la Caroline. Si on y va avec, on n'a pas le choix d'y faire, on va y aller avec Boston. Yeah. Je ne sais pas combien de membres, combien de gens sont fans de Boston au Québec. J'en suis pas un. Il y en a pas mal, je peux confirmer ça. Puis, en fait, moi, j'ai mis Brad Marchand à regarder. La simple et bonne raison que si on regarde les statistiques de l'année passée, c'était un petit peu en deçà de ce qu'on est habitué de voir de ce joueur-là. Donc, il a fait 21 buts, 46 passes quand même. Mais il perd son joueur de centre favori en Bergeron. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec lui. Parce que si on se rappelle bien, dans le passé, il avait dit que si Bergeron prenait sa retraite, il prendrait sa retraite. J'avais donc hâte qu'il prenne sa retraite, mais mon maudit, il ne le fait pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On est pogné avec. Mais je pense qu'il va au moins finir son contrat. Après ça sera une autre question. Mais oui, définitivement, Marchand, quand même une pièce vraiment importante de cette équipe-là, autant pour le leadership qu'il peut apporter que le côté intense qu'il y a sur la patinoire. Donc, je pense que c'est beaucoup de l'identité des Blues de Boston maintenant que Bergeron est parti. Ça devient lui, cette identité-là. Donc, est-ce qu'il sera en mesure un peu de j'ai l'expression envenimée, mais plus du côté positif, là, d'amener l'enthousiasme puis cette intensité-là dans toute l'équipe. Ça reste à voir, puis c'est quand même très intéressant. Quoi qu'on en dise, Brad Marchand est reconnu évidemment au Massachusetts comme étant un joueur clé. Non seulement sur la glace, mais hors glace aussi. Il a fait beaucoup d'œuvres caritatives. C'est un joueur qui est très impliqué dans sa communauté. Puis, il a peut-être le rôle du mauvais garçon dans la Ligue nationale, mais il en faudra un petit peu plus des joueurs comme ça. Parce qu'à Montréal, on va avoir Jack Eye qui va comme prendre un peu plus de place cette année. Mais c'est sûr que Brad Marchand, lui, il va prendre plus de place cette année et ça devient le joueur clé avec, évidemment, avec Pasternak. Oui, puis c'est ça au niveau de la personnalité. C'est souvent les impondérables, dans le fond, qui sont
un peu moins discuté. Mais Brad Marchand, on sait que c'est pas pour rien que c'est un des meilleurs amis de Bergeron. Là. C'est vraiment deux bons individus en général à la base, même si on aime le détester. Ah ouais, on adore le détester. On aimerait l'avoir dans l'équipe. Oui. Ensuite, c'est Columbus, les Blue Jackets. Il y a beaucoup de joueurs à surveiller. Ouais, mais qui t'a choisi? Moi, j'ai un gros trio à l'attaque, personnellement, qui est à vérifier, qui est à regarder beaucoup de leur côté, je crois. J'ai choisi de parler de Ken Johnson. Pourquoi? Parce qu'il a joué la saison complète avec eux l'an dernier. Donc, probablement une deuxième saison, beaucoup plus de temps de jeu, plus de responsabilités de son côté, qui est un choix élevé de repêchage aussi, là, il y a quelques années. Donc, pas pour rien qui risque de percer l'alignement puis de s'établir comme un joueur dominant, si je peux dire ça, du côté de Columbus. Il y a également le jeune Cole Sillinger, qu'on a entendu parler, le fils de l'autre, qu'on a entendu parler il y a quelques années, au cours un petit peu de l'an dernier. Puis, bien entendu, donc, c'est un trio de jeunes qui, pour moi, risque d'être énormément excitant à regarder du côté de Columbus, même si c'est une équipe qui semble avoir perdu beaucoup de son lustre avec le départ des vétérans il y a quelques années, Bobrovski et toute cette gang-là qui sont partis de l'équipe, Panarin et autres. Ouais. Un beau noyau de jeunes qui s'en vient de ce côté-là. Est-ce avec Johnny Gaudreau, est-ce que ça va cliquer? Est-ce que ça va être avec Provorov à défense aussi, des additions qu'ils ont fait? Ben, quand même une équipe excitante à regarder, je pense, cette année. Ouais, c'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe qui va être dynamique. Ça, c'est clair. Bon, ils ne sont pas dans le plus gros marché. Non. Ça ressemblerait à un marché comme Québec, disons, là, en termes de grosseur. Ouais, ça pourrait ressembler en effet. Puis c'est quand même, par contre, une équipe à surveiller. Moi, j'avais Adam Fantilli, en fait, que je surveillerais cette année, parce que c'est pas mal sûr qu'il va faire partie de l'équipe. Là. À moins d'un méga problème, là, ça risque d'être le joueur qui va percer l'alignement du côté des centres. Mais effectivement, Ken Johnson, c'est un excellent choix. Ça pourrait être un trio qui va être réuni parce que Johnson est souvent utilisé à l'aile, même si c'est un joueur de centre, souvent utilisé à l'aile. Donc, ça pourrait être trois gars qui vont être réunis pour jouer un petit peu en avantage numérique ensemble. Donc, c'est l'avenir de cette équipe-là, c'est ces trois jeunes-là à l'attaque. Ouais. Mais il n'y a jamais trop de centre, hein, comme ils disent. Non, vraiment. Combien, là, à Montréal, là? On le voit là, avec le Canadien, ça s'en vient. C'est ça. Exact. Ensuite de ça, c'est Buffalo. Moi, j'ai choisi Tage Thompson à Buffalo. Il y a tellement de jeunes, par contre, là, c'est difficile presque à suivre, là, tellement il y a des nouveaux joueurs qui s'en viennent et tout ça. Un autre nouveau joueur qui potentiellement pourrait percer l'alignement, ça m'étonnerait, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas choisi. C'est, voyons, je l'ai sur le bout de la langue. Centre. Mathieu Savoie, excusez-moi. Mathieu Savoie, OK. Ouais. Donc, lui, il risque de jouer plutôt dans la Ligue américaine, mais ça ne serait pas parce qu'il n'est pas bon, mais plutôt par manque d'espace. Puis Tage Thompson, c'est sûr qu'il va jouer. C'est lui, il faut qu'il prenne la coche au-dessus s'il est capable d'en reprendre encore une. Est-ce qu'il va être capable de faire le 100 points cette année? C'est ça ma question, là. J'ai bien hâte de voir. Là. Il y a tellement de recrues, mais lui va jouer sa première ligne. Après, les autres vont supporter. Donc, si les recrues, les joueurs plus jeunes prennent leur place, je pense que Tage Thompson va être encore plus dominant parce que ça va être un joueur qui va être obligé de... Qui va se démarquer sa première ligne, puis les autres lignes aussi vont pouvoir se démarquer, puis ça va devenir plus complexe là, à ce moment-là. Je pense que tu lèves un bon point au sens où ça va être son leadership. Je pense qu'il va être mis à l'épreuve cette année, Tage Thompson. Donc, oui, la marque des 100 points serait très impressionnante. Le 82 matchs aussi, là, on n'est pas très loin, honnêtement. Exact. Mais reste que s'il est capable d'avoir la saison complète, puis s'il est capable de mettre en place son leadership à côté d'un Jess Skinner, à côté d'un Dahlin qui doit prendre ses aises aussi. Donc, si on est capable de mettre ces assises-là, je pense que des gars comme Mittelstadt, Cousin, Krebs, Greenway, c'est tous des gars un peu dans le même Peterka, tous dans la même tranche d'âge. S'ils peuvent juste embarquer dans le bateau, ça peut être impressionnant ce qui se passe du côté de Buffalo. Exactement. Puis la dernière petite chose à mentionner, c'est au côté des gardiens. Qui va être le deuxième ou même le premier gardien de cette équipe-là? On avait Ukko-Pekka Luukkonen, excuse-moi. Lui, c'était vu comme le prochain gardien de but numéro 1 de l'équipe, mais finalement, Devon Levi, Québécois de surcroît, joueur gardien qu'on aurait bien voulu avoir à Montréal, mais c'est un gardien qui prend beaucoup, beaucoup de place de plus en plus dans l'échiquier des Sabres. Oui, puis il y en a beaucoup qui s'attendaient à un move, justement, peut-être un échange d'un de ces deux gardiens de but-là, sauf que ça peut devenir, au contraire, peut-être un duo du tonnerre là, pour les années à venir. Donc, Buffalo, des chances que ça soit très surprenant au classement cette année, Buffalo.
Ouais, ça me fait penser, dans le temps, on avait, avec LA, avec les Kings, on avait Bernier et Quick, qui étaient comme Oui, deux jeunes qui se poussaient un et l'autre, là. oui. Donc, ça pourrait être un peu ça qu'on pourrait revivre là, avec les Sabres de Buffalo. Oui, ça pourrait être très semblable, puis sûrement bénéfique même avec la Ouais, nouvelle formule des gardiens de but au niveau de la LNH là, depuis quelques années. les one-two punch 50-50, là. Exact. Donc, côté du New Jersey, tu avais beaucoup de Mhm. choix, hein? Ouais, ben là, pour la majorité des prochaines équipes, j'ai probablement plus décidé d'amener l'attention sur des joueurs un peu plus méconnus, peut-être. Donc, OK. une équipe très jeune, encore une fois, New Jersey, même s'ils ont fait beaucoup d'additions, Timo Meier et autres, ils ont quand même beaucoup de jeunes à l'intérieur de l'organigramme déjà. Alexander Holtz fait partie de ceux-là. Ouais. Si je vous replace au niveau de l'année de repêchage de Holtz, c'était discuté beaucoup à savoir si Alexander Holtz était meilleur que Luka Raymond. Donc, Hmm, c'est ouais. pas le même style de joueur. Luka Raymond est beaucoup plus Oh, complet oui. dans son approche au jeu. Alexander Holtz, c'est beaucoup plus un sniper dans son approche au jeu. On peut le voir déjà avec 4 points, c'est 3 buts. Donc, Mhm. c'est vraiment toujours plus de buts que de passes pour Alexander Holtz. Donc, au niveau de la LNH, est-ce qu'il va réussir à se positionner de la bonne façon? Est-ce qu'il va réussir à. Avec un Jack Hughes, C'est ça. si c'est une synergie qui se crée entre eux, avec un Timo Meier qui peut aller devant le filet, ça peut devenir une ligne totalement dévastatrice, ces trois joueurs-là ensemble. Sauf que présentement, est-ce qu'Alexander Holtz est prêt et mature pour ça? Peut-être pas encore. Donc, c'est la raison pourquoi j'aimerais attirer votre attention. Ça pourrait être une saison où il va vraiment comme éclore ce joueur-là. Donc, Oui, parce que quand je regarde la fiche là, de New Jersey, là, je pense que le seul qui est vraiment en avant de lui, là, ce serait André Spalat, qui est ouais. un ailier gauche lui aussi. Donc, Holt, c'est un ailier gauche. Plus Mhm. jeune, évidemment. Ensuite, peut-être qu'il va se battre pour ben, évidemment, excuse-moi, c'est Alexander Holt, c'est un ailier droit, excuse-moi. Ouais, mais Puis, il joue sur les deux ailes. ouais, c'est ça, Habituellement. exactement. Puis, évidemment, il va y avoir Timo Myers, Jesper Bratt. Donc, en fait, moi, j'ai plus l'impression que ce qui va lui donner des ailes, c'est avec qui il va jouer, là, tout Oui, simplement. exact. Puis peut-être au niveau des blessures. Donc, ça devient un élément de profondeur qui a extrêmement de talent. Un Ouais, peu c'est comme ça. ça. Comme il est tout Est-ce jeune que tu encore. penses, est-ce que tu penses qu'on va voir Simon Nemec avec les Devils cette année? J'aimerais ça, en tout cas. Ça, je Ouais, te hein? confirme. Mais Sauf que, ça ferait deux défenseurs là, de recrues, si on veut. Là. Luke oui, avec Hughes, Luke Hughes qui a, aussi. il a seulement fait les séries, un peu comme Oui. Caulfield avait fait là, à l'année où se sont rendus dans la Coupe Stanley. Ouais, mais je Donc pense là, ça qu'avec les ferait. changements qu'on fait, sa place est un peu assurée là, avec le départ de Severson. Mhm. Donc, je pense que ça vient assurer sa place cette année là, à Luke Hughes. Ouais, Donc, il devrait continuer officiellement. Mon Nemec est présentement pas dans les projections, mais comme la dernière paire de défenseurs n'est pas très flamboyante ou quoi que ce soit, il pourrait très bien avoir du temps de jeu là-dessus, je pense. ouais. Puis, en tout cas, avec la saison qu'il y a eu en HL l'an dernier, Mais c'est ça. c'est Y ça. a-tu encore sa place en AHL ou est-ce qu'on le laisse là puis fait des points, Mhm. amuse-toi, ou viens voir comment ça se passe dans la Grande Ligue, là? Ouais. Ça va être une belle surprise au camp d'entraînement, je pense, Seb. Certainement. Donc, au niveau de Détroit, moi, je ne suis pas super excité par Détroit là, depuis que les deux temps de la renommée sont partis, là. Mhm. Disons que Moritz Seider, c'est lui qui, moi, j'aime beaucoup regarder. L'année passée, il n'a pas réussi à step up. Il avait fait 50 Mhm. points la saison précédente. Là, cette année, ben, l'année passée, il a fait 42 points. Ils n'ont pas fait les séries non plus. Donc, est-ce que c'était la game de la deuxième saison pour Moritz Seider? Probablement, et j'espère pour lui. Puis, moi, j'aimerais beaucoup voir Moritz Seider step up puis aller chercher peut-être 60, 65 Mhm. points. Pas nécessairement, peut-être un petit peu plus de buts, là, mais beaucoup plus de passes. Parce que, évidemment, c'est un joueur qui est très dynamique. C'est un joueur Oui. qui va faire une belle première passe. Donc, lui, c'est vraiment à ce niveau-là qui est le plus performant. Oui. Donc, Mais j'ai hâte des de bons voir. points. Puis, tu sais, oui, il ne faut pas oublier, je tiens à préciser, je trouve ça le fun comme détail aussi. Moritz Seider a joué la grosse première moitié de sa saison avec Ben Chariot à ses côtés Mhm. et ça n'a Ouais. pas fonctionné du tout entre les deux. Lorsqu'ils ont accepté de reculer Chariot un petit peu dans l'alignement, dans la priorité des défenseurs, c'est là Mhm. qu'il a commencé à jouer avec Wallman. Puis, à partir de ce moment-là, sa saison, elle s'est beaucoup replacée à Sider. Donc, peut-être qu'en commençant la saison,
avec un meilleur pairing pour lui, si je peux utiliser le mot anglais, là, en tout cas, un appareillage en français qu'on pourrait dire, je pense. Donc, ça, c'est de la cuisine, ça. Oui, c'est ça. Ouais, oui, on s'en va en cuisine. Mais c'est ça, je pense que vraiment, s'ils sont capables de garder cette stabilité-là plus rapidement, je pense que Seider pourrait atteindre les chiffres que tu dis et probablement un petit peu le leadership qu'on s'attend de lui de cette brigade défensive-là. Oui. Puis évidemment, c'est un défenseur droitier. Là, on en a toujours besoin dans une équipe. Oui. Puis, petite note pour cette équipe-là, Simon Edvinsson, qui est un joueur de la Suède, grand défenseur, 6 pieds 6, en fait 210 livres là, presque. Là. C'est probablement la recrue au niveau de Détroit qui va vraiment percer. Là. C'est un défenseur gaucher. Oui. Moi, j'aimerais ça le voir, peut-être quelques matchs avec Seider, voir qu'est-ce qui va se passer. Edvinsson, c'est un joueur défensif. Là. C'est un défenseur défensif de grande stature. Ça pourrait peut-être aider un joueur comme Moritz Seider. Peut-être qu'il est trop tôt, là, mais j'aimerais ça quand même le voir. Là, c'est un choix élevé de repêchage, hein, c'est ça, si je me souviens bien. Oui, exactement. C'est un top 15. Je ne me souviens plus exactement où il avait été pris. Là, mais en première ronde, sûr, mais il me semble que c'est assez élevé en première ronde. Ouais, puis il est né en 2003, donc ça va être tout un défenseur défensif. J'ai hâte de voir ça. Donc, si on passe à les deux équipes de New York, la première étant les Islanders. Au niveau des Islanders, personnellement, pas grand-chose d'excitant que ça à regarder. J'avais deux choix au niveau des jeunes qui émergent du côté des Highlanders. On a Noah Dobson que j'ai décidé de choisir en bout de ligne. Pourquoi Noah Dobson? Parce qu'il commence à s'établir comme étant le défenseur numéro 1 de cette équipe-là. Et je crois que c'est cette année que ça va vraiment prendre toute son ampleur pour lui. Avec un Ryan Pollock qui vieillit, avec un Adam Pelech, qui sont des gars quand même un peu plus effacés en général. Ce n'est pas des défenseurs qui aiment être à l'avant puis être toujours. Je crois que Dobson a un petit peu plus ce profil-là, dans le fond. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi lui. Sinon, on a bien entendu Olivier Wallstrom, qui est un excellent scoreur. À son année de repêchage, il y a beaucoup de gens qui pensaient que le Canadien était pour faire des pieds et des mains pour aller le chercher. Ouais. Parce que c'était un gros joueur de centre qui scorait des buts, dans le fond. Donc, un peu ce qu'on recherchait à l'époque. Et bon, notre dévolu s'est jeté ailleurs. Sauf que Wallstrom, quand même un joueur à regarder à ce niveau-là. Sinon, on en a discuté un petit peu à micro rompu, mais je crois que c'est Barzal. Barzal, au niveau des joueurs plus expérimentés, là, Mathieu Barzal doit faire de cette équipe-là la sienne, je crois, cette année. Vraiment la sienne. Et non pas nécessairement. Je crois que Bo Horvat va l'aider au niveau leadership. Parce que je ne crois pas que Barzal était le type de gars qui avait le leadership nécessaire pour leader une équipe. Avec l'addition d'Horvat, ça sert à ça, sauf qu'au salaire où on le paye, ça va quand même être difficile pour lui de respecter les attentes au niveau financier. On a un Jean-Gabriel Pajot aussi qu'on paye un certain montant, qui est un peu dans le même moule. Très bon leadership, pas nécessairement le plus de points. Quoique le système de jeu là-bas aide ce type de jeu-là, avec un gardien solide comme Sorokin. Qui vient de signer son nouveau contrat, d'ailleurs. Exact. Sauf que c'est vraiment une équipe qui n'est pas excitante. On se mentira pas. Moi, j'aime beaucoup voir Romanov frapper tout le monde, mais ça reste que c'est pas... c'est une équipe efficace, c'est ça. Pas excitante. Ouais. C'est un peu ça le résumé des Highlanders. Donc, on va changer tout de suite pour la prochaine équipe, qui est un petit peu plus excitante, les Panthers de la Floride. Moi, j'ai mis Spencer Knight. J'aurais pu choisir plein de joueurs. Là. Il y en a des bons joueurs là, chez les Panthers. Évidemment, il y a eu beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis ailleurs. Puis Spencer Knight, là, il est à 4,5 millions cette année. Il faut absolument qu'il détrône Bobrovsky. Il faut qu'il enlève tous les doutes qu'on pourrait avoir sur la façon qu'il garde les buts. Il n'est pas mal fait. Là. Quand on regarde les statistiques, vous pouvez les voir à l'écran. Là, en 21 matchs, il a fait une moyenne de 2 buts là, en réalité. Puis une moyenne, en fait, un 918 au niveau des GA. Non, peu importe. 0.918. Donc, ça reste un gardien qui a un avenir prometteur. Ça reste un gardien qui doit prouver qu'il est capable de faire
50 matchs par année. Mhm. 45, disons. 45-50. S'il est en mesure de faire ça, je pense que les Panthers seraient en mesure, à ce moment-là, à la date limite des échanges, d'aller chercher du support pour peut-être faire une autre run en série. Ouais. C'est ça qui va faire la différence, d'après moi, pour cette équipe-là. Est-ce qu'ils sont éventuellement, pour le cap salarial aussi, on ne se mentira pas, là, avec un Bobrovski qui coûte très cher en arrière. Ben oui. Donc, c'est sûr que... Il y a quand même des beaux espoirs. Hein? Moi, je tiens à attirer l'attention sur deux gars qui risquent de jouer ensemble. Un qui est sur le tard, puis qu'il est temps qu'il se passe quelque chose avec. Grigory Denisenko, un ailier. Et donc, les 22 ou 23 ans, lui, je pense, là, qui est rendu. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il commence à être sur le tard, entre guillemets. Là. Mais c'est Anton Lundell aussi, qui est un haut choix, quand même, pour les Panthers, il y a 2 ans aussi, je crois. Je ne sais plus, j'ai plus l'année exacte. Il est né en 2001. Il est né en 2001, donc en même temps, je pense que Kotkaniemi ou l'année après. Pour l'année de repêchage. Bref, oui, l'année de repêchage, oui, exact. C'est deux jeunes qui. Lundell a commencé à avoir du temps de jeu à LNH l'an passé. Denisenko aussi. Donc, officiellement, ça devrait être les joueurs de profondeur cette année avec Lustorinen. J'ai de la misère à prononcer son nom. C'est des drôles de noms. Itu Lusto. Attends, je l'ai ici. Luostarinen. C'est ça. Donc, c'est une belle ligne de jeunes joueurs relativement sous-estimés. Donc, inconnu un petit peu. Exact. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec ça au niveau de la Floride. Ça pourrait faire une grosse différence dans un top 1 ou 2 au niveau de leur division ou quelque chose de peut-être plus difficile puis peut-être manquer les séries éliminatoires. Ça risque d'être une équipe qui va se battre pour rentrer en série, là, effectivement. Là. Puis, c'est ça qui va faire la différence, c'est les gardiens, les nouveaux joueurs qui vont se greffer à l'équipe pour voir s'ils sont en mesure de gagner plus de matchs que l'année passée. Il y aurait tellement ça qu'ils ne fassent pas les séries, mais bon, on aurait peut-être eu un différent repêchage cette année, mais ça, c'est une autre Probablement. histoire. On n'aurait pas eu les mêmes échanges, en tout cas, ça, c'est sûr. Ah non, ça, c'est sûr. Maintenant, les Rangers de New York. J'ai allé avec un défenseur qui vient de signer son nouveau contrat, 2 ans seulement, à 3,87 millions. On aurait pu parler, bien entendu, de Lafrenière ou Capo Caco qui tarde à émerger. Au contraire, j'ai préféré attirer l'attention vers un défenseur qui a eu toute une saison l'an dernier. On parle souvent de Adam Fox avec Ryan Lindgren, dans le fond, qui sont un duo quasiment parfait pour jouer ensemble les deux. Puis, là, de l'autre côté, on a Jacob Trouba qu'on a payé à gros prix au niveau de l'acquisition, qui est là depuis quelques années. Donc là, depuis qu'il joue avec le jeune qui est Andrew Miller, qui a tout un gabarit, toute une première passe. Il bouge. Oui, il bouge la rondelle vraiment beaucoup. Donc, je pense que Trouba peut se laisser aller un petit peu plus à son côté physique avec Andrew Miller, qui, malgré qu'il est gros qu'Andrew Miller, c'est pas le joueur qui va courir nécessairement après les contacts non plus, malgré que le physique pour le faire. Il se défend bien, là, puis ça fait une paire de dépenses imposantes, 6 pieds 5, 6 pieds 3. Mais c'est plus son talent et sa mobilité qui sont impressionnantes que son côté physique, si je peux dire ça. Oui. Tout à fait. Avec 79 matchs, c'est un joueur qui joue. Donc, 43 points, c'est extrêmement bon. Est-ce qu'il va faire 50 points? Je pense que oui. Il est rendu là dans sa carrière. C'est lui qui vient compléter le gros quatuor de défenseurs. C'est ce qui fait que les Rangers vont être une puissance cette année, d'après moi, c'est le quatuor défensif. Évidemment, avec Shesterkin comme gardien de but. Ils vont bouffer toutes les minutes, ces 4 joueurs-là, à peu près, là, en défensive. Les 2 autres vont être des 10-12 minutes par match maximum, là, selon moi. Probablement. Ben, ça fait que la région de New York, méchant bon gardien de but, méchante bonne défensive. C'est là que l'accent est mis. Montréal, je pense qu'ils s'en vont dans la même lignée. Hein? Oui, exact. Donc, si on regarde Montréal, moi, j'ai choisi Lane Hudson. Mais non. Lane Hudson ne jouera pas cette année, malheureusement. On aimerait ça, je pense. Oui, j'aurais aimé ça. Mais j'ai choisi Juraj Slafkovský. Évidemment, on veut tous savoir, est-ce qu'il va faire 20 buts cette année? Probablement pas, mais ça serait bien amusant. J'aimerais ça voir scorer plus de buts au début de la saison, là, que tout le monde s'excite et dise « Ah, il va-tu scorer 30 buts cette année? » Mais avec ses 39 matchs l'année passée, sa blessure, depuis le début de l'été, là, on entend parler de lui pratiquement toutes les semaines sur comment il s'entraîne, qui voit, qu'est-ce qu'il mange, c'est quoi sa diète, pourquoi il a maigri, etc. Donc, un joueur peut-être un petit peu trop surveillé, là, à mon goût. J'aimerais ça qu'on le laisse aller, peut-être. Là. Ça serait peut-être le fun
le laisser jouer, pas trop y mettre de pression, faire des petites apparitions sur la deuxième ligne, mais rester sa troisième, relax. Il risque d'avoir Gallagher là-dessus, il risque d'avoir des centres qui vont faire une rotation. Donc, j'ai hâte de voir Slafkovský, comment il va se comporter. Vraiment, je pense que la clé, c'est de se tenir loin des contacts. Se tenir loin des contacts pour l'instant. Même si c'est un bon gabarit et tout, clairement, il n'était pas prêt à gérer ça au niveau de la Ligue nationale. J'espère que au niveau de la blessure, ils vont avoir pris le temps beaucoup avec lui de faire du vidéo. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'il va vraiment apprendre à se positionner et à se préparer à les recevoir, ces contacts-là. Je pense que si ça peut avoir été compris de sa part, je crois qu'on va avoir ce que tu espères de Slafkovský, ce que tu viens de mentionner. Pour le reste. Des flashbacks. Moi, j'ai des flashbacks de Galchenyuk. On voulait qu'il soit une coche de plus parce que c'est un haut choix au repêchage, mais moi, je pense que c'est cette année qu'on va savoir est-ce que Slafkovský a l'intelligence pour jouer dans la Ligue nationale puis être un gars d'impact. Si ça se stabilise, ben, potentiellement, il faudra penser que c'est un joueur plus du style à Anderson, qui n'est pas mauvais du tout, là, qui va être plus un go-to guy là, qui fonce au filet. Placé devant le filet, c'est ça. Exactement. Donc, là, c'est là qu'on va voir. Est-ce qu'on a repêché ce joueur-là pour les qualités qu'on pense qu'il avait ou est-ce que finalement, c'est un joueur qui va être le top 9, top 6? Là, On va voir. J'ai bien hâte. C'est vrai que cette année devrait nous en dire un petit peu plus sur son cas. Oui. Il est toujours jeune, là, mais on ne sait jamais. Là. Ensuite, Philadelphie. On va passer rapidement, je pense, sur Philadelphie. Oui, ben, au niveau de l'équipe, il n'y a pas grand-chose. Pour moi, personnellement, c'est vraiment deux joueurs à surveiller plus spécifiquement. Cam York, qui est le gars repêché juste avant Cole Caulfield. Le gars qui a commencé à vraiment donner ce qu'on pouvait s'attendre de lui l'an dernier. Donc, depuis la fin de la saison, avec le départ de Provorov et tout, de ce côté-là, c'est là qu'on a commencé à voir vraiment les aptitudes de Cam York. C'est vraiment un excellent défenseur. Je crois qu'ils vont être contents de l'avoir pour plusieurs années. Attendez de voir qu'est-ce qu'il est capable d'accomplir en powerplay, ce jeune homme-là. Vous allez vraiment être impressionné, je crois. Puis le reste, c'est à l'attaque aussi. C'est un gars qui est là depuis 2 ans. C'est Morgan Frost, dans le fond. Exact. Donc, Morgan Frost, qui a eu des blessures, fait un peu de in and out, là, malgré lui, je pense. Mais vraiment un joueur intéressant à voir aller aussi, au niveau offensif surtout. Donc, probablement jumelé à Joël Farabee, qui est un autre jeune joueur de leur côté. Probablement des bonnes monnaies d'échange, Farabee et Konechny, mettons, là, qui vont probablement, en tout cas, dans le rebuild avec Carter Hart, ça serait mes 3 valeurs que je pourrais aller chercher des extrêmes bons assets en tant que Daniel Brière. Es-tu en train de donner des cues pour que le Philadelphie fasse un tankage comme Chicago a fait l'année précédente? Je pense que c'est là qu'ils s'en vont, mais on pourrait toujours être surpris. Puis, tu sais, des gars comme Joël Farabee et Konechny, c'est des gars qui sont quand même assez jeunes, en bas de 26 ans encore, et c'est des gars qui ont un très beau talent, pourraient très bien se greffer à une jeune brigade comme le Canadien. Pas que je m'attends que le Canadien aille chercher un de ces gars-là, là, mais je donne des exemples. Là. Tout à fait. C'est ça. Ben, c'est drôle parce que tu regardes, Philadelphie sont reconnus pour leur jeu robuste, puis moins ces temps-ci. Là, puis tu me fais regarder 2 joueurs, 5 pieds 11 les deux. En bas de 6 pieds. Ça s'enligne là. Donc, c'est bon pour Philadelphie, c'est bon pour Montréal aussi. Là, on n'est pas obligé de tout être à 6 pieds. La dynamique change dans la Ligue nationale. Les gros bonhommes sont quand même importants, mais je pense qu'ils ont besoin d'être intelligents. C'est ça qui va faire la grosse différence éventuellement. Exact. Tu vois, moi, je pensais que tu allais me sortir Ryan Poehling à Philadelphie cette année. C'est quand même le fun à regarder. Un ex-Canadien, toujours le fun. Ben oui, voyons. 6 pieds 2, le prochain O'Reilly, finalement. Hein? Ouais, on est loin de ça. Ottawa, j'ai pris Tim Stützle. Puis pourquoi j'ai pris Tim Stützle? C'est parce que j'ai comme l'impression qu'il est en train vraiment de mettre la main sur l'équipe avec, évidemment, Brady, Tkachuk. Puis Tim Stützle, il me fait vraiment penser à Marner. Dans le fond, c'est le même type de joueur. Un joueur super intelligent, qui fait beaucoup de passes, évidemment, beaucoup de buts. 90 points cette année. J'ai comme l'impression qu'il va challenger le 100 points, puis que ça va être une équipe à surveiller là, cette année.
Je ne dis pas qu'ils vont faire les séries, là, mais ils sont vraiment sur le bord. Là. Ils sont allés chercher des bons joueurs. Bon, la seule préoccupation que j'ai en fait avec Ottawa cette année, c'est les gardiens de but. Exact. Est-ce que Korpisalo, qui sont allés chercher des Kings de Los Angeles, va être en mesure de prendre la place comme premier gardien cette année? J'en doute, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, ça pourrait nous surprendre. Oui, définitivement. Moi, c'est un jeune, j'ai toujours apprécié un peu son côté athlétique, là, Korpisalo, dans le filet. Donc, ça peut toujours être surprenant des gardiens de but plus athlétiques, justement. C'est pas un gardien qui est très square, là, si on utilise l'expression à la Carey Price. C'est plus un goaler athlétique à la Marc-André Fleury. Donc, c'est souvent du tout ou rien, un petit peu plus. C'est ça. Donc, bien intéressé de voir que la défensive offensive qu'on a là-bas, qu'est-ce que ça peut donner. C'est pas très axé sur la défense, mais d'après moi, l'Ottawa va faire beaucoup de points cette année. Il va faire beaucoup de buts, en fait. Puis ça va leur amener. Ça devrait être des matchs excitants. Oui, j'ai bien hâte de voir ça. Là, c'est sûr que je m'en vais voir un match. On va voir un match Montréal-Ottawa, ça c'est clair. Ah, c'est clair que ça ne sera pas un mauvais show, pas mal sûr. Ah, c'est sûr. Donc, Pittsburgh, ça commence à être faible hein, au niveau des choix, au niveau des jeunes. Toi, tu as pris Pierre-Olivier Joseph. Oui, bien encore là, le but principal était d'attirer l'attention sur des gars qu'on connaît moins au niveau de Pittsburgh. Le noyau, vous le connaissez, Crosby, Malkin, Jeff Carter, Genzel, Le Temps, vous les connaissez ces gars-là. Donc, on attire le côté ailleurs. P.O. Joseph, on l'a vu beaucoup au cours de la saison dernière, 75 matchs, joué pratiquement toute la saison. Donc, on l'a vu beaucoup aussi dans des entrevues ici et là. On a commencé à voir son visage apparaître un peu plus. C'est pas nécessairement le jeune défenseur qu'on va voir sur une première paire de powerplay, on s'entend. Sauf que c'est une belle stabilité en défensive s'il peut prendre un petit peu plus de place, devenir probablement le troisième défenseur de cette équipe-là avant le départ de Le Temps dans quelques années. Là. Donc, je pense que c'est son spot à aller prendre. On a un Marcus Pettersson aussi de ce côté-là qui a comme émergé au cours des dernières années là, au niveau de la défense de Pittsburgh. Donc, je pense qu'après Pettersson et Le Temps, c'est le spot de Pierre-Olivier Joseph à prendre cette année. Donc, 21 points, 75 matchs, quand même pas mauvais. Est-ce qu'il est capable d'aller chercher peut-être plus un 30 points de façon steady? Je pense que oui. Je pense que c'est là qu'on se dirige vers Pierre-Olivier Joseph. Puis plus de prestance en défensive, plus de minutes plus de minutes de qualité, dans le fond, pour lui. Oui. Ben, moi, personnellement, je pense que Pittsburgh devrait faire un rebuild. Dubas qui est arrivé, donc l'ancien DG de Toronto. Il est arrivé là, ils sont allés faire des choix un peu spéciaux au niveau du repêchage. La défensive, ça commence à se faire vieux. Là, Jeff Petrie, Chris Letang. L'attaque, il n'y a pas grand-chose non plus quand tu regardes au niveau des 3e, 4e lignes. Donc, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui semblent percer l'alignement, là, qui sont jeunes. Ils ont Lars Eller qui est comme 3e centre, si on veut. Avec Jeff Carter. Jeff Carter, c'est vieux aussi. Et même Pierre-Olivier Joseph a déjà 24. Là, donc, c'est ça. Donc, c'est pas... Oui, il arrive dans la Ligue nationale depuis un an, mais c'est ça. Il est rendu au stade où il doit s'établir et il doit prendre sa place. Là, c'est une bonne chose qu'il joue avec Le Temps, qui peut peut-être lui montrer des choses. C'est deux Québécois. Définitivement là-dessus. Yes. Donc, prochaine équipe, Tampa Bay. Les fameux Tampa Bay Lightning. J'ai choisi Mikhail Sergachev parce que je crois que c'est l'année où Sergachev va passer par-dessus Hedman. Pas en termes de. C'est un futur Hall of Famer, Hedman, mais j'ai l'impression que le flambeau, là, on va commencer à le voir se faire transférer à Sergachev. Je ne dis pas que Hedman, ce ne sera pas la tête d'affiche. Là. Ça va rester la tête d'affiche, mais on comprend déjà l'année passée, c'était comme nez à nez en termes de minutes, en termes de présence. Là, on voit déjà, regardez les statistiques, là, 64 points en 79 matchs. Là, c'est presque un point par match. Pour un défenseur comme lui, c'est extrêmement bon. Je ne dirais pas qu'on l'avait dans notre cours, mais en tout cas. Hein? C'est ça. Puis c'est ça. Fait que moi, c'est lui que je veux qu'on regarde. Je veux qu'il fasse 70 points cette année. S'il fait 70 points, s'en vont en série. Puis après ça, tout peut arriver. Comme Bergevin le disait, il faut se rendre en série. Puis après, ça peut être n'importe qui. Oui, parce que c'est vrai que leur défi, eux, ça va être ça, se rendre en série. Parce que peut-être, je pense que du côté de Tampa Bay, on est à 1 ou 2 blessures. Drastiquement au classement. Donc, si on a ça de leur côté,
Oups, Ça a un coupé petit un petit peu. flash. Ouais, c'est On correct. m'a-tu entendu pareil? Des fois, on entend pareil la caméra flash, mais. On a compris que dans le fond, s'il y a trop de blessures, là, c'est pas compliqué. Là, ça ne marchera pas parce qu'il manque de profondeur à Tampa Bay. Puis c'est Exact. normal. Là, on regarde Chicago après avoir gagné leur coupe. Ils ne pouvaient pas garder tous ces joueurs-là. Là. Tout le monde demande plus d'argent. Puis c'est normal. Oui. Un joueur qui se rend en série, qui se rend à la Coupe Stanley, qui gagne 2 bagues, à un moment donné, ça peut être payé. Là. Puis C'est c'est souvent le ça qui prêt à arrive. payer de gagner, hein, des fois, ça. C'est ça. Exact. Exact. Donc, c'est toujours bon, hein, mais c'est. Tampa Bay, ça va être des joueurs, ça va être du monde à regarder, ça va être une équipe à surveiller de près. Mhm. Mais pour le Montréal, on espère que ça drop rapidement, là, puis que dans 2 ans, ça soit fini, puis qu'il Que ça soit notre recommence. place, que ça soit Ouais, notre tour. exactement. Donc, Washington, ça ressemble un peu à la même chose. Hein? Oui. Bon, Washington, même chose. Écoute, au niveau de l'attaque, il n'y a absolument rien de nouveau. Il y a peut-être le jeune Québécois là, qui peut. Hendrix Lapierre, là, qui pourrait se greffer, Ouais. là, Ah, oui, possiblement, mais encore là, ils sont quand même assez pactés à l'attaque. Donc, j'attire l'attention vraiment sur un gars que moi-même, je ne connaissais pas. C'est quand même pas pire. Écoute, on a essayé la prononciation tantôt, on a eu de la misère. Martin Fehervary, en tout cas, bref, un jeune Slovaque qui a commencé à jouer avec Carlson l'an dernier, dans le fond. Donc, c'est un peu son année pour prendre de l'expansion. C'est le repêchage de 2018. Donc, on a fait une acquisition aussi l'an dernier au niveau de la date limite de transaction, qui est Rasmus Sandin à la défense. Donc, on voit clairement avec ces deux gars-là, avec Martin et Rasmus, que la défensive va être solide du côté de Washington dans les prochaines années. Donc, tu sais, quand ils disent qu'ils ne veulent pas faire de rebuild complet à Washington, et c'est ça, ben, c'est un peu ce qu'on voit. Au niveau de la défensive, quand Carlson va être prêt à partir, ils vont déjà avoir un noyau de 2 défenseurs solides du même âge. C'est vraiment l'attaque que les gars sont vieux et que ça vieillit. Un gros top 4. On va parler de Backstrom, Kuznetsov qui veut partir d'ailleurs, Ovechkin et TJ Oshie. Ça commence à être vieux. Si on enlève Kuznetsov, ça commence à. Ça a beaucoup d'expérience, mais ça devrait ralentir. J'aime pas ça quand tu dis ça vieux parce que sont pas si vieux que ça. Ils sont plus jeunes que moi. Ils sont plus jeunes que moi aussi, mais au niveau de la Ligue nationale, ils sont vieux. C'est ça. Il y a aussi Nicolas Aubé-Kubel qui est dans l'équipe. Puis cette année, ailier droit québécois. Oui, petit gars de Sorel. Il est bon. Là. Ça coupe encore, ça coupe encore. On va l'avoir. On achève. Oui, là, c'est ça. La connexion de village de mon côté, des fois, n'est pas toujours. C'est ça. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. On comprend ce qui se passe à Sorel, ça coupe quand on parle des joueurs de Sorel. C'est plus loin Saint-David encore. Je ne suis pas tout à fait à la même place. Oh boy, ok, ouais. Donc finalement, le dernier joueur, en fait, non la moindre, Toronto. Toronto, là, plein de superstars. Qui est la superstar à surveiller cette année? Ben, c'est Austin Matthews. Ça aurait pu être aussi Tavares, mais j'ai pris Austin Matthews parce que c'est la dernière année de son contrat. Est-ce qu'il va re-signer? On ne sait pas. Mais évidemment, lui, il se cherche un nouveau contrat. Donc, il cherche à être le meilleur, le mieux payé dans la Ligue nationale. J'ai bien l'impression que la façon d'y arriver, ça va être de vraiment marquer 50 buts cette année. Donc, j'ai bien l'impression qu'il va peut-être faire un peu moins de passes. Il va peut-être être un petit peu plus mangeur de poc, comme on dit. Mais ça va être un joueur à surveiller parce qu'il va être électrisant. Puis, il va essayer à tous les matchs d'en faire un tour du chapeau s'il est capable. Clairement. Je pense qu'un Maurice Richard, c'est ce que ça y prendrait pour scorer le gros. Ouais. Donc, ton point de se concentrer à faire des buts dans son cas, je ne serais pas surpris que ça soit le cas cette année, en effet. Oui, puis on peut tout de suite oublier la Coupe Stanley. Là. Les Toronto ne gagneront jamais la Coupe Stanley. Donc, qu'est-ce qui reste? Question d'en piquer de coupe, là. C'est ça. Il reste juste le trophée Maurice Richard. Non, mais sans rire, là, ils sont allés chercher des joueurs de profondeur cette année. On regarde Marner avec Max Domi. C'est 2 joueurs qui ont joué dans la Ligue junior ensemble. Donc, je suis sûr qu'ils vont les mettre ensemble pour s'amuser un peu. On va voir ce qui va se passer, là, mais Matthews, ça va être un joueur surveillé. Puis avec toute la profondeur qu'il va avoir, ça va les aider à avoir plus d'espace pour pouvoir bouger puis faire plus de... Ben, s'ils peuvent en avoir plus qu'ils en ont déjà, là, on s'entend. Mais avec la perte d'un Nylander possible aussi, c'est pas encore fait, là, mais tu sais, non. C'est quelque chose qui est discuté beaucoup. Si jamais ça se fait, je crois que c'est là que ces gars-là vont devoir justement
mettre des bouchées supplémentaires parce que Nylander pouvait venir souvent combler des soirs où ça allait moins bien pour eux, dans le fond. Exact. Parce que c'est toujours un gars qui était dynamique, qui patine vite, qui peut être électrisant aussi, mais Vraiment. le problème de Nylander, c'est qu'il est up and down. Hein, donc, la constance. C'est ça, les jeunes joueurs aussi. Là. Il n'est pas si vieux que ça non plus. Là. Puis, si vous aimez les jeunes joueurs, ben, l'autre joueur à surveiller, c'est Matthew Knies, définitivement. Qui a fait des très bonnes séries, là, même si c'était de courte durée, puis qui a été blessé, mais ça reste un joueur que je crois qu'il va être à surveiller en termes de joueurs d'impact, des futurs joueurs d'impact en tout cas. Tu sais, ce qui permettrait peut-être aussi de se débarrasser d'un Nylander sans que ça fasse trop mal aussi. Là. Définitivement, pourrait probablement venir combler ce spot-là. Donc voilà, c'est pas mal tout ce qu'on avait à dire aujourd'hui concernant les équipes de l'Est. Merci d'avoir été avec nous, tout le monde. N'oubliez pas de liker, d'un petit message en bas, on s'abonne, on va voir Frank Well, puis de mon côté, on continue de manger du hockey, gang. Yes! Bonne journée, Julien, puis à la prochaine. Yes, toi aussi, Seb. Bye bye tout le monde. Salut.